Alors, quelques... Il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer, pardon. Ouais, pas de souci. C'est vrai, du coup, les informations que vous dites, j'en ai déjà entendu parler. Moi, en tant que citoyen, je trouve que ce symbole de citoyen, il est très important. Par exemple, par rapport à l'électricité, à l'époque, EDF, peut-être dans les années 2000, un peu avant, il y a eu un groupe de sourds qui a essayé de militer pour avoir l'accessibilité dans le service après-vente d'EDF. Ensuite, c'est devenu privé. Et justement, voilà, maintenant, ils ont réussi, les sourds ont réussi à avoir des interprètes dans ce service-là. Et c'est vrai qu'on voit que le service privé se bouge, alors que le service public reste assez flou. Le citoyen n'est plus visible dans le service public. Là, il y a 90% des citoyens qui vont s'investir, qui vont se mobiliser, qui vont participer au syndicat. Alors que dans le privé, on dit qu'il faut les droits à égalité, tout le monde est égalitaire, ce qui est des choses qu'on ne voit plus maintenant. Alors que le privé se bouge pour que les choses changent. Et voilà, il y a une différence de philosophie qui est vraiment à questionner aussi. Sur la déliquescence des services publics, c'est ça, Ouais. un peu, en fait. C'est Je suis pas sûr que ce soit aussi caricatural. Je pense qu'il y a beaucoup d'agents publics qui ont vraiment ces valeurs de la culture du service public. Il faut bien se rendre compte aussi que la majorité des collectivités locales ont des dotations qui diminuent et des moyens qui diminuent. Il y a un danger aussi, même à l'échelle la plus petite, qui est l'échelle communale en France. Je pense qu'on va vers un gros problème de gestion de nos collectivités parce qu'il n'y a plus de moyens et que ça reposait beaucoup sur le bénévolat, ça reposait beaucoup sur l'associatif, sauf que tout ça est en train de péricliter, soit en termes de subventions, même de moyens humains tout simplement, parce que les gens travaillent beaucoup plus. Voilà, c'est plus les mêmes. Donc juste pour dire que voilà, il faut mettre des nuances dans tout ça, mais qu'il y a quand même, on peut avoir des relais dans le service public qui nous permet quand même de porter ces valeurs-là, heureusement. Ouais, pardon, moi je voudrais juste réagir à ça avec une petite vision peut-être un peu cynique, mais il y a aussi une réalité qui est difficile à creuser à chaque fois, c'est qu'il y a nombre de décisions progressistes dans des grandes entreprises privées qui viennent aussi de réglementations et d'incitatifs financiers qu'ils ont pour le faire. Le public est jamais en avance en ce qui concerne les bilans RSE et les bilans carbone, mais parce qu'ils n'ont aucune incitation, et eux, ce qui va faire leur carrière et qu'ils vont réussir à bien passer l'année, c'est est-ce que tu as réussi tes coupes budgétaires, c'est ça qu'on leur donne comme objectif, alors que leur équivalent dans une entreprise privée, s'il a atteint ses objectifs, mais sans atteindre aussi le bilan carbone et le bilan RSE, il va se faire taper sur les doigts, donc ils sont entre guillemets obligés de déployer des actions sociales, éthiques, environnementales, parce que c'est désormais, et pas assez, mais c'est déjà ça, partie de leurs objectifs de carrière. Donc voilà, je pense que le jour où on demandera aux fonctionnaires de faire autre chose que de couper les budgets, eh ben, ils seront très heureux de refaire du service public. Alors effectivement, quelques compléments sur cette question-là, ça rejoint des choses qu'on a déjà dites aussi. Sur le côté privé, alors j'ai une autre casquette, on va dire, parce que citoyennaire c'est bien, mais hélas on est un peu trop petit pour pas être que bénévole, et donc on n'est que bénévole. Donc je suis salarié par ailleurs dans lié à un grand groupe qui fait des avions, on va dire ça comme ça. Voilà, et donc du coup, entre autres, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc deux choses de leur côté, c'est que d'une part on parlait de mobiliser leur épargne justement. Alors effectivement, il se pose même des questions en interne là-dessus. Il faut savoir quand même que sur la question énergétique, parce que c'est celle qu'on a suivie, on a été les solliciter et on va dire la politique qu'ils ont, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, c'est de dire plutôt que de solliciter des acteurs externes, si jamais on a des renouvelables à faire, c'est nous qui allons les faire de A à Z.
Voilà, parce qu'ils ont la puissance financière pour le faire. Hein. Ils se sont moyennement lancés, ou du moins lancés dans des choses qui sont en lien avec leur projet d'avion vert ou d'avion décarboné, hein, enfin divers ou décarboné, mais c'est un peu, ils font du renouvelable avec des intérêts maison, on va dire. Donc ça, il faut le savoir. Donc ils peuvent quand même mobiliser du financement interne des salariés, mais ils essaient de maîtriser un peu tout, quoi. Et effectivement, sur le côté RSE, je rejoins ça. Ce qu'on a vu passer, on va dire, à mon niveau, c'est qu'effectivement, ils commençaient à avoir des objectifs RSE, notamment sur le côté climat, et déclinés, on va dire, de façon extrêmement locale. Et donc, ce qui s'est, on va dire, traduit par le fait qu'il y avait des managers assez, on va dire, pas extrêmement hauts, donc des gens qui géraient des équipes de 100 à 200 personnes, hein, dans un groupe comme ça, c'est pas grand-chose. Ils avaient eux-mêmes des objectifs RSE ou climat à montrer. Donc du coup, et normalement ils en montrent chaque année. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait la première année? Fresque du climat, partout, parce que du coup ils ont eu des financements pour ça. Donc la traduction, ça a été on fait les fresques du climat pour toutes les équipes. Et donc du coup, des gens qui suivent ça en interne me disent maintenant, ils ont fait fresque du climat la première année, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire la deuxième? Et voilà, et ils savent pas trop. Donc voilà. Donc effectivement ils ont des objectifs, mais encore faut-il qu'il y ait des vrais leviers, et c'est un problème qu'ils ont, quoi. Voilà. Pour revenir sur le côté collectivité par contre, pour des projets comme ce qu'on a, je suis d'accord avec la remarque on remplace des services publics, parce que c'est très vrai, si les collectivités avaient des moyens pour investir dans les panneaux photovoltaïques comme on l'a fait, on n'aurait pas forcément eu notre place, donc ça je suis d'accord. Ceci étant dit, étant donné qu'on a eu quand même l'opportunité de faire des projets comme ça, ce qu'on essaye de faire, c'est entre guillemets du mieux disant, c'est-à-dire que quitte à faire ces projets-là, on essaye à notre échelle de les faire au mieux, et donc peut-être mieux que ce que les collectivités auraient pu faire. Et donc un exemple, c'est l'origine des panneaux qu'on essaie de prendre, parce que les collectivités ont quand même des limites d'investissement, donc ça n'est pas certain qu'ils aillent forcément chercher des panneaux à origine européenne ou française qui sont plus chers, alors que nous, c'est ce qu'on essaie de faire dès qu'on a des possibilités de la part de nos installateurs. Donc c'est quelque chose qu'on leur demande en tout cas de façon systématique. Et donc c'est un des exemples sur lesquels on essaye de dire, quitte à faire des projets, on essaie de les faire le mieux possible, et c'est pas forcément des indicateurs qu'ont les collectivités. Et une autre chose qu'on peut leur apporter aussi, parce que ça c'est ce qu'on a constaté, et du coup c'est pas forcément notre rôle, mais c'est ce qu'on se retrouve à faire finalement, c'est de mettre de l'huile dans les rouages entre des silos de gros paquebots de collectivités. Parce que ce qu'on constate, c'est que les services énergie, les services habitat, les services droit, les services finances ne se parlent pas, s'ils n'ont pas besoin de se parler. Et donc du coup finalement, c'est parce qu'on a des projets très transverses, on se retrouve à parler avec un plein d'interlocuteurs, et donc du coup finalement, on les fait se rencontrer, et on les apprend à travailler ensemble, on leur apprend à travailler ensemble, quoi. Et c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément fait sans nous, et qu'ils se retrouvent à faire. Et voilà, c'est un des rôles qu'on se retrouve à avoir sans l'avoir choisi, mais du coup, je ne sais pas si ça améliore quelque chose chez eux, mais c'est un constat. Voilà. Oui, vas-y, Josette. Oui, moi je me disais une chose. On parle toujours de l'atomisation finalement de l'expérience. Moi je fais de l'électrique, moi je fais de la mobilité, moi je fais de l'alimentaire, etc. Il y a une question, il y a une chose que l'on ne met jamais suffisamment en commun, c'est la communication. C'est-à-dire que si, au lieu de communiquer sur Enercon, Cities, etc., on communiquait sur l'impact que doit avoir l'économie sociale et solidaire au niveau national, mais pas seulement. Je voudrais vous rappeler qu'en juin, l'ONU, les United Nations, ont sorti une recommandation disant que c'est l'économie solidaire qui est une des meilleures réponses pour faire avancer les objectifs du développement durable. Qui en a entendu parler? Pas le public. Pas le public. Les gens comme nous qui sommes dedans, on ne le fait pas savoir. Et moi je pense qu'à un moment, il faudra qu'on se mette tous ensemble pour dire nos budgets, nos petits budgets communication, comme ceux qui ont été investis par le MES Occitanie, ici, dans cet endroit qui est là, c'est quasiment vide, je le regrette infiniment. Il faudra qu'on se dise, ok, le mois de l'économie solidaire, eh bien, attendez, on va cartonner, c'est-à-dire on aura des affiches, on aura des émissions de télé, on aura des textes dans des journaux, etc. Mais parce qu'on sera tous ensemble. On a
on a sorti l'an dernier un bouquin qui s'appelle donc L'économie solidaire en mouvement. Je ne plaide pas pour moi-même, hein, même si j'en suis un des co-auteurs. Mais simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux uns et aux autres de se mettre tous ensemble, de produire un texte. Et ce qui fait que ce livre, il rassemble la pensée d'une quarantaine d'auteurs. D'accord? Eh bien, si on était 40 ou 50 ou 60 ou 70 ou 100 ou 2000 organisations de l'économie sociale et solidaire qui disaient tous ensemble, on va avoir des panneaux, un jour on parle d'Enercop, le lendemain on parle de Cities, le surlendemain on parle des mouvements, etc., etc. On n'a jamais ciblé une communication très importante collectivement. Et je trouve ça dommage. Et c'est une suggestion que je fais ici et qu'il faudrait reprendre. Au mouvement pour l'économie solidaire, on essaie de travailler à rassembler lutte contre, mais surtout lutte pour fabriquer, pour faire la démonstration. Comme disait Loïc, nous, s'ils ne veulent pas, ça ne fait rien, nous on montre que c'est possible. Eh bien, moi je pense que pour la communication, on est extrêmement mauvais. On n'a jamais fait des choses d'ampleur et que c'est vraiment, il faudrait vraiment réfléchir à ça. Comment on met tous nos moyens ensemble, comment on va voir le crédit coopératif, leur dire, vous financez nos campagnes, on va voir, vous financez la campagne, et là on fait une campagne Maous costaud, forte, pour que dans l'imaginaire des gens, enfin ça rentre dans leur tête, que c'est là qu'ils doivent s'orienter, et pas aller acheter leurs trucs et manger chez McDonald's. Oh ben bravo. Je rebondis un peu là-dessus, j'essaie de parler fort parce que du coup j'ai plus de voix, mais je rebondis un peu là-dessus, je suis d'accord. Et je me dis, à ce moment-là, je parle en tant que novice, voilà. Et je me dis, pourquoi ne pas s'appuyer sur des piliers qu'on a aujourd'hui, du style la CRES, du style ESS France, qui sont là aussi pour porter la voix des organismes de l'ESS qui existent, et justement montrer ce qui existe, pour justement à la fois avoir une entité forte et à la fois s'exprimer collectivement. Bah, j'ai pas de réponse à ça, mais je vais donner ma réaction personnelle. Je pense que c'est une illustration de plus des errements, ce que je vais appeler les forces progressistes, qui sont jamais d'accord entre elles. Les forces de l'argent sont toujours d'accord. Alors, ça fait de l'argent, on est tous d'accord. On tombe très vite d'accord en tout cas. Par contre, ça fait le bien. Oui, mais alors attention, est-ce que ta vision du bien, elle est aussi bien que ma vision du bien? Est-ce que augmenter tel impact, c'est suffisant? Moi, je voudrais l'augmenter plus. Puis moi, tel impact, je préfère plutôt qu'on se focus sur tel impact. Bref, je ne vais pas vous faire l'état de la politique en ce moment, mais c'est un très bon exemple du moment. Et ça se retrouve dans les forces de l'économie sociale et solidaire. Et on a une année particulièrement exemplaire sur l'éclatement des forces de l'économie sociale et solidaire, puisque en France, on a choisi d'étendre l'économie sociale et solidaire aux entreprises à capitaux privés qui présentent des missions ou des agréments, et dont une instance représentante est bien embêtée. Et il y a des scissions, il y a des schismes pour des détails, okay, face aux enjeux. Mais c'est comme ça. Déjà, pour moi, il y a un postulat dans notre proposition qui serait qu'on arrive à se mettre d'accord. Et là, moi, j'avoue, je suis pessimiste. Je suis OK, hein, mais je constate que, donc c'est peut-être pas le mot, hein, force progressiste, mais en tout cas, on n'est jamais d'accord, parce que c'est jamais assez selon certains, ou c'est pas les bons objectifs prioritaires selon d'autres. Ensuite, j'attire l'attention sur le fait qu'à ma connaissance, aucune structure de l'économie sociale et solidaire ne possède de médias. Du coup, aucun média ne mettra en avant les intérêts de l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils mettent en avant les intérêts de ceux qui les possèdent, et j'ai envie de dire, si on ne voulait pas que ce soit le cas, on interdirait que ça puisse être possédé par si peu de personnes. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas avoir dans les grands
autre que dans le petit édito du hors-série écologie, des sujets sur la mobilité partagée. Parce qu'ils sont possédés par des gens qui gagnent leur vie en vendant des voitures. Alors voilà, Alter économique, mais Alter économique fait son taf pour le coup. Mais est-ce qu'on arrivera à changer l'esprit du citoyen français, de la citoyenne française dans sa globalité grâce à nos articles dans Alter Éco? Voilà. Donc, mais je suis pessimiste, ce n'est que mon avis. En tout cas, il y a quand même un enjeu. Et le prix de 30 secondes sur le journal de TF1, je pense que c'est le budget à vie de SS France. Donc il y a aussi une question de moyens. On n'est clairement pas du tout dans les mêmes horizons financiers pour avoir ces espaces-là. Et le crédit coopératif appartient au groupe Caisse d'Épargne. Je ne sais pas si c'est eux qui seront les plus radicaux pour accepter de dépenser la somme d'argent nécessaire à une campagne nationale d'ampleur sur l'ESS. Je vais parler. Je vais parler en tant que vice-présidente de ESS France, tant qu'à faire, puisque vous en parlez, et aussi membre du conseil d'administration des CRES. En fait, ce travail, il est déjà, je trouve qu'il est fait, mais ce dont parle Josette, la CRES joue son rôle. L'ESS France joue son rôle avec les moyens qui sont affectés, qui sont des moyens honorables, certes, mais qui ne sont pas des surmoyens non plus. Mais c'est quand même des moyens honorables. Pour autant, je pense que, en tout cas, il y a une belle progression du travail, je trouve, depuis plusieurs années, et par ESS France et par la CRES Occitanie, dont nous sommes membres. Je pense qu'elle valorise quand même l'ensemble de nos réseaux, autant sur les questions de transition écologique que d'autres sujets. Et je pense que ce n'est pas de ça dont on parle. C'est pas du tout de ça dont on parle. Parce que même ça ne suffit pas, en fait. Même ça ne suffit pas. Donc je pense que Josette évoque autre chose. Et effectivement, ça, on n'y arrive pas. Ce que Josette propose, même la ESS France peut faire des choses, et il le fait certes, mais cependant, ça reste une communication qui est une communication, je dirais, institutionnelle, puisque la vocation de ESS France, c'est de refléter l'ensemble des réseaux représentant les statuts, les 5 statuts de l'ESS, coopérative, association, mutuelle, fondation et entreprise commerciale de l'ESS, qui est donc le fameux 5e statut. Voilà. Déjà, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Ensuite, sur la capacité des forces progressives donc, à ne pas être d'accord entre elles, moi je considère que SS France reste la place qui va bien pour travailler les questions d'économie sociale et solidaire, et que les CRES, elles existent de par la loi. Hein. Donc dans tous les cas, c'est là qu'on peut travailler. Donc c'est encore une fois, pourquoi aujourd'hui on n'est pas d'accord? Effectivement, parce que ce n'est pas tellement sur les entreprises commerciales de l'ESS qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord principalement sur la collusion entre entreprises à mission et entreprises commerciales de l'ESS. C'est là-dedans qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet-là dans le cadre de la loi Pacte. Ce qui ne veut pas dire ne pas coopérer avec ces espaces-là et ces autres regards de l'entreprise sur leur responsabilité sociale. Bon, pourquoi pas, si les entreprises aujourd'hui veulent se donner une raison d'être et veulent être plus vertueuses, ben on les attend parce que ça fait un moment qu'elles devraient le faire. Par contre, on ne peut pas dire entreprise à mission égale ESS. Ce n'est pas du tout la même chose, ne serait-ce que pour la question de la lucrativité. On ne pense pas la lucrativité de la même façon. Dans l'ESS, on la pense de manière limitée. Les entreprises à mission, elles sont loin de penser la lucrativité limitée, mais vraiment très loin. Donc, et effectivement, dans l'ESS, c'est principalement un mouvement, en tout cas aujourd'hui parmi les membres de ESS France, défend le fait que finalement, plus on sera ouvert, et voilà. Donc ça pose question, c'est un caillou dans la chaussure, mais moi je ne désespère pas. On arrive quand même à travailler et à redire ce qui est important de dire. Enfin, voilà. Après, pour être clair, je ne sais pas si le mouvement Impact France restera au sein de ESS France, parce que c'est lui principalement qui porte cette non-distinction et qui aujourd'hui
veut être à la fois un syndicat des employeurs, défendre les questions d'impact, le financement impact et tout ça. Donc ça leur appartient. On verra ce qui va se passer à la prochaine Assemblée Générale de l'ESS France. Voilà. Mais pour moi, c'est même pas le problème. Voilà, c'est même pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est comment on est unis, en effet. Je pense qu'on a plus de points communs que de divergences. Pour moi, on en a beaucoup plus. Voilà. Pour reprendre la rencontre qu'on avait faite à Paris avec le représentant des licornes, Sébastien Civil, et je pense que la conclusion du débat, c'était de dire, et je pense que c'est la même chose avec le mouvement associatif, aujourd'hui, on va dire les modèles coopératifs qui vraiment s'engagent sur la transition écologique, comme ceux qui sont représentés ici, on doit trouver des solidarités aussi avec le secteur associatif, parce que finalement, tout ça s'alimente l'un l'autre. Ça, c'est pour moi important, parce que les associations représentent vraiment les citoyens. Et les coopératives aussi, celles qui sont autour de cette table, oui, peut-être pas toutes les grandes coopératives, mais en tout cas celles-ci là, qui sont présentes. Et là, il faut qu'on trouve des manières d'être ensemble. Le mouvement pour l'économie solidaire étant évidemment complètement engagé, enfin, je veux dire, prêt à soutenir à fond et avec ses moyens et avec, je dirais, l'intelligence collective qu'on peut développer ensemble sur les territoires notamment, mais aussi au niveau national. Ça me permet de réagir parce que je pense que la question elle n'est pas forcément liée à cette question institutionnelle, politique. En tout cas, pour moi, c'est pas un enjeu parce que là, c'est des questions de plaidoyer, de posture, de mouvement qui essaient de travailler les uns avec les autres. Non, c'est comment? Excuse-moi, il y a un écho, il faut que tu coupes. La question, pour moi, c'est comment en fait on essaie d'adresser au plus grand public et d'avoir vraiment un. Bon, bah c'est pour ça que sont les licornes. C'est qu'à un moment donné, on ne se retrouvait pas dans ces. Et on peut tous les citer, on ne se retrouvait pas dans l'Urscope, dans l'ESS, dans le Mouvez, dans l'Impact, dans tout ce que vous voulez. Parce qu'en venant de l'ADN, notre ADN venant des citoyens, on se perdait dans ces institutions. Donc le monde des licornes, c'est ça, c'est réunir toutes ces initiatives citoyennes et justement prendre une place en se réunissant, en étant plusieurs. Et on est en train de le faire. On le fait à notre rythme, avec nos moyens. Ça fait la deuxième édition des Ondes de COP à Paris, il y a jamais autant de monde, on est en train de réfléchir à régionaliser ce type d'événement pour donner à voir, etc. On réfléchit à un événement pour Toulouse pour le printemps prochain. On a envie, en fait, effectivement, d'aller à la rencontre du grand public, mais on ne va pas y aller sur le côté, nous, coopératives, voilà, on est le modèle, etc. On va y aller en apportant du fond sur les questions de fond. Et c'est pour ça qu'on a adressé la question du travail, l'année dernière, c'est la question du bonheur et de la joie, et que, voilà, je pense qu'il faut... on a un intérêt, même j'avais déjà évoqué peut-être, sur aussi les fondamentaux d'où vient l'économie sociale et solidaire. Il y a une acculturation même à faire au sein de tous les citoyens engagés, même dans des coopératives, on va dire, nouvelles, à se relier avec une histoire de l'économie sociale et solidaire qui n'ont pas forcément. Donc il y a aussi tous ces enjeux en fait, de culture. Cette culture, elle ne vibre pas, quoi. On entend beaucoup plus, malheureusement, je pense que les gens sont capables de parler de Startup Nation plus que de coopératives. Alors que les coopératives, elles sont quand même, elles ont un historique plus que centenaire. Enfin voilà, il y a tout ça qu'il faut relier. Donc ce travail de reliance à l'histoire, à mon avis, il est fondamental. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui va arriver, qui est en train de se faire. Et en même temps, il faut accepter aussi de se dire qu'il y a un monde d'avant dans les coopératives. Je veux dire, c'est très dur de bouger le monde du BTP dans les coopératives. C'est très dur de bouger le réflexe patriarcal dans les coopératives. Donc, on a aussi un ennemi interne qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est très dur de faire bouger toutes ces instances et tout ça. Donc, je pense qu'au début,
on s'est un peu éparpillé parce qu'on découvrait aussi comment tout ce monde fonctionnait et que maintenant on priorise les actions vers des choses plus efficaces, robustes, mais toujours dans la coopération et je pense qu'il y a un enjeu pour nous à mieux coopérer avec le monde scientifique sur pas mal de questions, que ce soit en sociologie, enfin sciences dures ou sciences molles comme on dit. Mais voilà, ça adresse beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, et voilà, on y va petit à petit parce que on peut pas tout faire, quoi, on peut pas tout faire. Et qu'il y a une urgence à agir aussi, donc voilà. Moi, je veux bien compléter sur les licornes, parce que c'est ce que j'aurais souhaité aborder après. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit. Tu as tout dit sur l'aspect communication. Il y a un vrai jeu. Hein. C'est pour ça le mot licorne. C'est pour attaquer le mot licorne, qui est le seul mot, qui est le mot-clé pour avoir un article dans les Échos et dans le Monde. C'est le mot-clé pour que le président découvre qu'on est une entreprise. Si on n'est pas une licorne, c'est pas la question de l'ESS. Hein. Les seuls qui ont des grands articles dans des grands journaux, des grands reportages, c'est le milliard. Le milliard, ça sert à rien. Dans 2 ans, la boîte, elle n'existe plus, mais à un moment, elle a eu le milliard, donc elle a eu le portable du président, elle est allée passer à la télé. Donc, le mot licorne, il a été un peu hacké avec licorne, donc c'est déjà une idée marketing. Et c'est vrai que de fait, il y a aussi ce choix de se dire on va arrêter de parler de statut, des choses obscures, on va parler produits et services. Voilà, on va créer une alliance de produits et services que les gens utilisent au quotidien pour les aider à orienter leur consommation. Et essayer d'imaginer une alliance donc, de structures éthiques qui vont proposer tout l'univers de consommation du grand public dans leur version alternative en fait. Et donc ça c'est un premier choix stratégique de discours. Ça va se devenir un choix aussi de créer des produits communs. Donc il y a une offre commune entre Common et Télécope aujourd'hui. C'est les premiers à avoir dégainé, mais le reste arrive. Et au-delà de ça, il y a aussi, je pense, en tout cas moi j'espère, qu'on va générer ça, quelque chose de très vertueux, qui est le co-business. Je vais prendre l'exemple de Cities Occitanie. Cities Occitanie, son électricité, c'est Enercop. Son forfait de téléphone, c'est Télécope. Quand on achète à manger, c'est chez, pas forcément Biocop, j'avoue, mais en tout cas, c'est dans une structure éthique locale bio. Enfin, il y a aussi cette idée si on est société, si on n'est pas client, on va être sociétaire. On est sociétaire de Railcoop, on est sociétaire, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, il y en a 13 maintenant, des licornes, mais il y a cette idée-là d'arriver à proposer un monde alternatif de conso quotidienne. Vos transports, votre alimentation, votre énergie, vos télécommunications, etc. Tout ça en version éthique, ça existe. Donc, alors c'est récent, on verra, mais c'est pour dire que voilà, j'ai fait la version pessimiste, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. À voir ce que l'impact aura auprès du grand public, mais moi je crois beaucoup au choix de leur parler de leurs usages, de leurs besoins, comment on peut assouvir ces besoins en version lucrativité limitée, ancrage local, etc., gouvernance ouverte. Oui, ça rejoint ma proposition. Après, on va être prudent à ne pas laisser, à ce que les COP ne laissent pas de côté les associations, parce que vous loupez la cible là. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont dans des associations, qui font des choses au quotidien, parce qu'il n'y a pas que le produit matériel qui compte, il y a aussi tout le produit immatériel, la culture, la bienveillance, le soin, le travail auprès des enfants, etc., etc. Donc, si les licornes prennent le lead, peu importe qui prend le lead, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la vision holistique qu'il faut porter à la connaissance des gens en leur disant « Regardez, ça existe !» Et ça ne vous veut que du bien. Si vous entrez dans la danse, vous allez y trouver peut-être pas un travail très bien payé, mais beaucoup plus intéressant, peut-être pas le dernier gadget, mais laissez à la poubelle vos désirs de gadget, etc., etc. Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble. S'il y a juste une partie active,
productrice au sens industriel du terme, qui fait le job, on aura laissé de côté toute une autre partie qui est très importante. Donc vraiment, il faut qu'on trouve ensemble le moyen de tout rassembler. Et là, quand même, il y a du monde, quoi. Il y a du monde et il y a des choses et il y a vraiment de la matière. Je t'ai ajouté très vite. C'est juste pour rebondir sur cette idée, de système un peu d'offre de services de produits identifiés. Je veux juste évoquer qu'en Catalogne et en Espagne, ils ont développé un concept qui s'appelle le mercat social. Et le mercat social, c'est le marché donc social, et c'est ça, c'est la capacité à créer. Alors là, pour le coup, et c'est peut-être intéressant de participer, je sais pas, l'année prochaine à la FIRA de Catalunya, de Barcelone, parce qu'il faut les rencontrer, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'organiser un système de production et de consommation vertueuse, déjà entre les membres de la Xarxa de Economia Solidaria ou du REDEAS, et de développer ça auprès du public. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'il couple cela avec une forme pas de label, je dirais, enfin quelque chose qui s'appelle la balance sociale, où on montre tous les ans ce qu'on a fait, et puis en même temps des événements de grande ampleur, puisque la FIRA, c'est 20 000 personnes à chaque année, avec une société peut-être catalane, très engagée aussi. Voilà, je voulais juste souligner ça, parce que peut-être que... Et juste un dernier point, la recherche, il y a quand même un réseau qui s'appelle le réseau interuniversitaire de l'ESS, où il y a un fourmillement de chercheurs sur l'ESS. Du coup, on va vous donner la parole à Rosine et ensuite on se dirigera vers la conclusion du forum. Merci. Donc par rapport au Liban, c'est vrai que Paris, moi-même, donc qui suis un usager, un consommateur, je fais des achats et il y a c'est moi qui paye en fait, c'est moi qui fais mes dépenses en tant que citoyen et j'observe qu'il y en a d'autres qui ont peut-être les mêmes dépenses et c'est vrai que mutualiser ça, ça pourrait être intéressant. Et les usagers, par exemple, l'UFC Que Choisir, parfois ils donnent assez peu d'informations. Est-ce que vous les avez contactés? Parce que eux, ça peut être un levier justement de publicité, disons. Pas vraiment. Non. l'UFC Que Choisir, ils sont quand même très basés sur le mieux-disant économique pour le consommateur, dans la défense du consommateur. Ils ont fait des opérations complètement anachroniques, qui n'est pas du tout dans nos valeurs. Ils ont essayé de faire des groupements d'achat sur l'énergie, etc. Ils se sont retrouvés à travailler avec le plus gros pollueur italien, aucun intérêt. Non, il n'y a pas de... malheureusement. Par contre, je pense que ce que tu sous-tends, je te tutoie parce qu'on se connaît, c'est finalement le relais qu'on pourrait avoir au niveau médiatique sur un mode de consommation différent. Ça revient à cette question de la communication et de la place qu'on peut avoir dans les médias et de la notoriété. Je vais abonder un peu dans le sens de madame qui a parlé de la communication. C'est vrai que dans tous ces travaux, donc ces démarches, ces associations, ces structures, on fait toujours des choses magnifiques, ce que j'appelle des pépites. Donc pour dire d'une façon courte, on sait faire des choses, mais aujourd'hui, puisqu'on ne communique pas, on ne sait pas faire savoir que ça existe. Pour combler un peu cette lacune, nous avons créé un mouvement qui s'appelle le mouvement des acteurs locaux, qui est une forme de networking, de réseautage. Premièrement, surtout la structure est basée sur un territoire. Donc ce réseautage
a un premier but de renforcer les sentiments d'appartenance à un territoire. Comment? C'est en créant des interactions entre des acteurs locaux de ce même territoire, qui sont des collectivités, donc des communes, des entreprises, des associations, y compris donc les citoyens. Alors, c'est bien de parler de tout ça, mais il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, donc, nous sommes les seuls à faire ça en France. Nous avons créé donc, ce mouvement des acteurs locaux, dont la structure donc, juridique est une association, qui a ses moyens. C'est-à-dire que nous avons un média donc, digital collaboratif sur lequel l'ensemble des acteurs locaux se rencontrent et publient donc, sur le même fil d'actualité. Comme si on ouvrait donc, la dépêche, on voit dessus ce que font donc l'ensemble des acteurs locaux sur le fil d'actualité. En même temps, c'est aussi donc, un réseau social de proximité à la fois sur le net et dans la vraie vie. On a un annuaire donc, dans notre plateforme, ce qui permet donc aussi de faire rencontrer des acteurs locaux à la fois sur le net, et on crée aussi donc, des événementiels, des rendez-vous économiques à la limite, donc c'est ce que j'espère prendre un rôle plus actif aux prochaines sessions donc, de FRES, de venir présenter un peu donc, ces structures, et voilà, et on arrive à les faire rencontrer. Aujourd'hui, donc, c'est un petit, donc, je dirais, média, mais on est complètement indépendant, on n'a aucune subvention, on est, je dirais, indépendant des GAFAM aussi. Hein, et là, actuellement, on a commencé à commercialiser, entre guillemets, l'outil depuis début 2023, mars, avril. Mais déjà sur le territoire donc, de Toulouse Métropole, on a plus de 15 000 citoyens qui viennent donc, regarder. Voilà, donc, et ça c'est quelque chose je trouve, de très important, de faire savoir que ça existe, on fait des choses. Alors, c'est quoi le but? C'est parce qu'on est parti de l'idée que donc, on ne sait pas faire les choses ensemble. On sait faire des choses d'une façon séparée, mais on ne sait pas faire les choses ensemble. Voilà, cette plateforme, ça permet donc de rendre un peu visible donc, tous ces pépites dans l'espace public. Souvent, ces acteurs locaux, pour finir, sont, comme je viens de dire, sont très isolés sur le territoire. On sait ce qui se passe à Paris, en Angleterre, aux États-Unis, mais on ne sait pas ce qui se passe dans son quartier. Et voilà, donc et en même temps, pardon, c'était la deuxième partie, puisque si on est un réseau social, mais souvent aussi, donc, les réseaux sociaux traditionnels, des GAFAM, ne parlent pas de la proximité, parce que ce sont donc des réseaux sociaux non territoriaux. Donc, ça veut dire qu'avec notre réseau, les gens ils se trouvent sur le même territoire, donc côte à côte, face à face, autour d'une table. Voilà, je crois que d'ici quelques mois, on serait aussi visible, parce que nous, si on a un problème de communication, de faire savoir que ce réseau existe, mais quand on y va, donc, je dirais, à cette deuxième étape, cette lacune se vide sera comblée. C'est une offre. Merci pour ce porter à connaissance. Il y a effectivement plein de médias qu'on ne connaît pas. Ça me fait penser au réseau Communecté aussi. Vous tapez donc sur internet acteurlocaux.fr, vous avez toutes les informations. Acteurlocaux.fr, on va regarder. Juste pour vous dire en termes de communication, hein, l'idée c'est de ne pas, pour nous aussi, hein, je parle pour NRCOP, de reproduire les errances du monde dominant. Donc, nos premières règles de communication, nous, ce sont nos sociétaires. À l'échelle de NRCOP, c'est 60 000 citoyens qui sont copropriétaires de nos coopératives et ils ont déjà leur propre réseau social où ils peuvent partager les infos et ils peuvent influencer leurs connaissances, etc. Après, on réalise des projets et on communique, mais on ne communique pas au niveau national. Ça n'intéresse pas à un TF1, nos petits projets dans les territoires. Sauf, une fois de temps en temps, ils chopent un truc. Voilà. Mais par contre, on a des relais locaux, les citoyens viennent aux inaugurations, on fait toujours des inaugurations des événements, et les citoyens viennent, les élus viennent, les médias viennent. Donc on est quand même, on est ancré dans les territoires. Nos sociétaires habitent nos territoires où on fait des projets, où on est présent.
Donc on a une stratégie qui est un peu différente, j'allais dire, d'un truc qui dit il faut qu'on se déploie au niveau... Non, non, on existe en fait par les territoires et on vient des territoires. Donc après, on essaie de ne pas être cloisonné dans notre secteur d'activité, hein, mais bon, à un moment donné, on a forcément cet écueil-là. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tout est bon à prendre, mais que sur les enjeux de communication nationaux, tels que c'était décrit tout à l'heure, il faut bien rappeler aussi que notre force, c'est notre sociétariat, en tout cas pour le monde coopératif. C'est-à-dire ces gens qui s'impliquent, qui ont fait déjà un engagement financier et qui, après, ont différentes phases. Et nous, on travaille beaucoup sur ces relais, enfin, c'est évident. Et il ne faut pas croire, on est innovant dans ce qu'on fait, souvent. Alors, on a une bonne presse dans les presses spécialisées, par contre. Dans les presses métiers, on est souvent présent. Hein. On gagne des prix, on est cité, machin, et après, on est vite copié par le monde capitaliste. Mais on est fort, quand même, par rapport à ça. Juste aussi pour compléter le propos. Oui. Peut-être je vous propose qu'on aille sur le mot de la fin, mais peut-être qu'on se donne je vous proposerais volontiers que vous donniez quelque chose qui nous donne joie et bonheur justement pour sortir de cette salle et se dire waouh, en tout cas on se donne un challenge pour l'année prochaine. Alors, je sais pas moi, mon challenge en tout cas, c'est, je pense, et ça sera pour longtemps toujours le cas, c'est de faire des ponts et de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas lâcher le lien qu'on peut faire entre les licornes notamment, au niveau local, hein, parce qu'au local on parle de concret, et au niveau national si on peut, de ne pas lâcher ce lien qu'on peut faire entre ce que nous on défend, c'est-à-dire la citoyenneté, la proximité au niveau local, de l'engagement pour la transformation sociale et environnementale. Voilà, ça c'est, on sait où on habite plutôt cet endroit-là, et de ne pas lâcher ce lien pour faire écho, pour relayer ce que vous portez. Voilà, c'est notre engagement, il serait celui-ci, de manière très concrète au travers de l'ensemble des actions qu'on mène. Et vous? C'est le mot de la fin ou c'est le petit mot positif avant le mot de la fin? Ça peut être le mot de la fin et le petit mot positif. C'est toujours mieux d'aller vers se partir avec le mot positif. Hein, alors, je vais juste dire un truc avant le mot positif, parce que tout à l'heure je t'ai entendu faire une citation d'une définition qui considérerait que l'investissement éthique concernerait la maîtrise de la nuisance. Oui, bon, j'ai fait exprès. Hein, voilà, je suis obligé de réagir. Donc effectivement, un des leviers pour qu'on puisse enfin, je vais citer Aurélien Barraud, parler sérieusement, ce serait qu'on arrête de financer la maîtrise de la nuisance, qu'on se mette à beaucoup plus financer ce qui ne nuit pas, et qu'on sur-giga-finance ce qui répare. Voilà, ça, je pense que ça changera un peu le paradigme du financement. Et pour finir sur une note positive, écoutez, moi, quelque chose que je suis avec attention, j'ai pas le temps d'y investir, mais pourquoi pas, c'est l'initiative de quelqu'un qu'on a évoqué, Bastien Siby, donc le président des Licornes, le président de Mobicop, il est aussi membre du CA de Enercop France, bref, quelqu'un de très investi dans l'économie sociale et solidaire, et qui lance un grand mouvement où il va essayer de fédérer les énergies et les volontés du plus possible de personnes autour de l'idée que l'économie sociale solidaire doit trouver un financement à l'auteur du milliard et pas à l'auteur de millions. Donc ça, c'est une voix que j'ai déjà portée tout à l'heure, mais là, il met un chiffre symbolique du milliard qui est largement insuffisant. Rien que les licornes, si on prend notre besoin cette année de fonds, c'était plus de presque 250 millions, juste 13 structures. Okay, mais cependant,
l'ESS est tellement sous-financé qu'on est très très loin du milliard. Donc il y a cette initiative, si vous tapez le milliard ESS ou des choses comme ça, vous trouverez. Voilà, suivez-le, soutenez ça, diffusez ça. Voilà, si on arrive à avoir une année financée à hauteur du milliard dans l'ESS, ce sera un petit pied dans une grande jungle, dans une grande fourmilière. Alors, mot de la fin, je ne sais pas parce que j'étais pas là hier, donc je suis loin d'avoir tout suivi, on va dire, en termes de conférences ou de contenu. Peut-être deux souhaits pour l'année prochaine. Alors, un pour nous et un plus global, on va dire, pour le réseau local. Pour nous, je l'ai déjà évoqué, mais c'est déjà qu'on réussisse notre levée de fonds pour les installations de colonies. Voilà. Donc, si jamais la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur le site de Citoyennaire, puisqu'on va bientôt communiquer là-dessus. On devrait le lancer avant Noël. Voilà. Donc, on va chercher à peu près 100 000 €, voilà, puisque c'était la thématique de financement citoyen. C'est un exemple concret en local, on va dire. Et de façon plus générale sur le réseau, ce que vous pouvez éventuellement regarder pour l'année prochaine, puisque ça, si tout va bien, d'après les infos que j'ai, ça aura lieu d'ici le FRES de l'année prochaine, c'est le retour potentiel d'un village des Alternativa à Toulouse, puisqu'ils avaient un petit peu fait une pause après 2 éditions plutôt réussies en 2015 et 2017, où j'avais été investi aussi. Et ils veulent relancer un grand village des alternatives pour 2024, donc après pour septembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça va nécessiter beaucoup d'énergie de la part des bénévoles citoyens et du réseau. Donc n'hésitez pas à vous investir. Si on réussit, ça sera pour le coup, puisqu'on parlait de communication, un gros coup de communication vers les citoyens en local. Voilà, donc on espère que ça marche bien. Petit point positif, 2 points positifs. Le premier, c'est que malgré l'ambiance actuelle, on voit quand même que les citoyens se mobilisent, en tout cas ne se laissent pas faire par cet état policier et écocide, il faut le dire. En tout cas, c'est la tendance. Et que les citoyens qui veulent agir, ils peuvent en tout cas rejoindre les... Et si vous l'avez déjà fait, tant mieux, invitez vos voisins, invitez vos amis, parlez-en. La meilleure recommandation, c'est le bouche à oreille, donc faites passer le mot. Il y a une levée de fonds pour Citoyennaire. Nous, ça va 100 000 €, c'est 1 million qu'on cherche pour 2024 pour financer nos investissements. Les collectes sont ouvertes. Enfin voilà, en tout cas, diffusez l'information. Et il n'y a rien de mieux que quand elle est humaine et argumentée, et même mise en débat, pourquoi pas. Questionné par vos cercles qui peut-être ne pensent pas véritablement comme vous, qui ne comprennent pas vraiment de quoi vous leur parlez. Mais il y a quand même cet enjeu d'acculturation qui est important. Donc nos sociétaires et les personnes affinitaires sont nos premiers relais. Et un vœu en tout cas aussi pour 2024, ça sera j'espère qu'on arrivera à réaliser l'événement qu'on est en train de penser pour le printemps. Autour de l'économie sociale et solidaire, mais qui peut-être ne sera pas présenté en tant que tel pour essayer d'accueillir le plus grand monde. Petit effet comme ça de manipulation pas très éthique. J'ai dit. Très bien, on va arrêter la conférence. On va arrêter la conférence, je pense. Et juste, tu parlais, juste il m'est venu une chose, tu parlais d'écocide, on parle beaucoup d'arbres en ce moment et d'arbres que voilà, on aimerait mieux qu'ils restent debout et c'est l'arbre qui est le symbole du FRES de Stèle. On ne l'a pas fait exprès, mais voilà, donc une petite pensée solidaire pour ceux qui défendent les arbres. Je vous laisse parce que j'utilise un moyen de transport doux, à savoir le train qui n'attend pas. Merci. Merci.